Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Pour certaines maisons de vente, le mois de novembre 2022 restera inédit et pour cause. À tout honneur, tout seigneur, chez Christie's à New York au début de ce mois, on aimait s'interroger sur la possibilité que la vente de la collection d'art de Paul Allen allait ou non franchir la barre symbolique du $1 milliard. Car en mettant aux enchères à New York les œuvres ayant appartenu au défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, la maison de vente Christie's visait un record historique, symbole pour certains d'un marché qui continue à affoler les compteurs, malgré un monde secoué par les crises, mais en revanche pour d'autres, signal d'un avertissement avec des lots invendus qui s'additionnent, sans que ni la qualité des œuvres des artistes présentés, ni l'organisation de certaines ventes soient en cause. Il est alors judicieux de se poser la question de savoir si on assiste ou non, d'ores et déjà, à un marché à deux vitesses. Décryptage. Revenons sur la vente historique de la collection de Paul Allen chez Christie's le 9 et 10 novembre dernier. Moins célèbre que Bill Gates, Paul Allen était un milliardaire passionné d'art et de culture et il a légué tous les résultats de la vente à des œuvres caritatives. En 150 œuvres mises en vente au siège de Christie's au Rockefeller Center à Manhattan, plus de 500 ans d'histoire de l'art ont été retracés et c'est déjà là un incroyable événement. De Botticelli et Canaletto, en passant par Georgia O'Keeffe et Louise Bourgeois, jusqu'à Claude Monet, Francis Bacon et Edward Hopper, les plus grands noms de la peinture ont fait l'objet d'enchères remarquables. Et dès le 9 novembre au soir, cette vente a dépassé la barre historique du $1 milliard, avec plusieurs records pour des œuvres de Van Gogh, Cézanne ou Gauguin, devenant ainsi la première vente aux enchères au monde à 10 chiffres. Et c'est là où se situe le record pour le marché de l'art. $1,5 milliard hors frais, donc 5 tableaux qui ont dépassé la barre des $100 millions. Les Poseuses de Georges Seurat, qui se sont vendues à $149 millions. La Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne à $138 millions. Verger avec cyprès de Vincent Van Gogh à $117 millions. Et enfin, Forêt de bouleau de Gustav Klimt à $105 millions. Quelques jours plus tard, chez Sotheby's, toujours à New York, on tentait d'aller chercher aussi des records, le lundi soir, 14 novembre, avec l'organisation de 2 ventes aux enchères. La première, une vente d'œuvres de la collection du défunt président du Whitney Museum, David Solinger, a enregistré un excellent résultat et a été suivi d'une vente d'art moderne ordinaire. Les résultats combinés ont permis d'atteindre un montant total de plus de $336 millions hors frais, mais c'est la vente des 23 lots de David Solinger qui a fait sensation, plutôt que la traditionnelle vente du soir d'art moderne. La vente de la collection de David Solinger a enregistré un total de $116 millions, juste en dessous de la fourchette d'estimation haute de Sotheby's, qui était située à $118 millions, ce qui est toutefois remarquable pour une vente majeure d'un seul propriétaire en ce moment, car aucun lot de la collection Solinger n'était assorti de garantie, ce qui contraste fortement avec les récentes ventes aux enchères de grande envergure, comme celle des collections de Harry et Linda McClough, que Sotheby's a organisée en novembre 2021, et en mai dernier, et la vente récente de Paul Allen de $1,6 milliard, que Christie's a organisée la semaine précédente, où chaque lot était garanti. Tentons une explication. L'engagement de David Solinger dans le monde de l'art en tant que président du Whitney Museum, mais aussi avocat représentant de très nombreux artistes et peintres de formation, a sans doute contribué à la performance de la vente de sa collection aux enchères,
avec des valeurs sûres et principalement de la peinture. Et près de la moitié des lots, 11 sur 23, ont été vendus à des prix parfois bien supérieurs à leur estimation haute. La vente a débuté de manière très dynamique avec des sculptures de Jean Arp et Alexandre Calder qui sont vendues pour celui-ci au prix marteau de 7,1 millions de dollars. Et à noter que comme plusieurs des lots les plus prisés de la soirée, il est allé à un collectionneur en Asie. Un lot en particulier de la vente semble avoir bénéficié du tristement célèbre effet d'essai. C'est le lot numéro 22, peinture de l'abstractionniste français iconique, décédé quelques jours plus tôt, à l'âge de 102 ans, Pierre Soulages, qui représentait une composition prismatique noir sur or et qui a déclenché une compétition entre 9 enchérisseurs et finalement a été vendu pour 2 millions de dollars à un collectionneur en ligne avec Jacqueline Watcher, la spécialiste des ventes privées de Sotheby's à Los Angeles. Après une brève interruption ce soir-là, la seconde vente aux enchères de la soirée Art Moderne n'a pas permis à Sotheby's de trouver un second souffle, malgré le fait que 25 des 44 lots étaient garantis. Et même si certains lots bénéficient également d'une provenance comparable à celle de la collection Sullinger, puisque 4 des lots, dont un Picasso majeur, provenaient de la collection de feu le président du Museum of Modern Art, William Paley, et étaient vendus au profit de ce musée et d'autres organisations caritatives. Malgré tous ces points forts, la vente a été décevante, 8 lots n'ayant pas trouvé preneur, dont un paysage d'André Derain provenant de cette collection, et 2 autres ayant été retirés juste avant la vente. Au final, la vente a enregistré un montant total de 200 millions de dollars, mais bien en dessous de l'estimation faite par la maison de vente. J'ai choisi d'utiliser cette minute pratique pour revenir sur certaines règles ou techniques de vente aux enchères qui permettent aux maisons de vente d'amortir certains risques, et notamment le plus grand lors d'une vente, celui des lots invendus. Dans le cas particulier d'œuvres présentant une très grande valeur, certaines maisons de vente proposent aux vendeurs, parfois, une garantie de vente pour être certaine d'obtenir le mandat de la vente. Ainsi, lorsqu'un client propose un tableau rare, par exemple, la maison de vente peut lui offrir ce qu'on appelle une garantie, c'est-à-dire que même si le tableau n'est pas vendu, elle s'engage à lui verser la somme proposée et à devenir, en échange, propriétaire de l'œuvre. Et pour compenser le risque pris, si le tableau est vendu à un enchérisseur pour un prix supérieur à la garantie proposée, la maison de vente, le plus souvent, obtient une grande partie de la différence des deux montants. Et lors du recours aux garanties, les maisons de vente font le plus souvent intervenir des fonds d'investissement, ce qui leur permet de limiter les risques financiers. Pour rappel, la fourchette d'estimation qui est donnée par la maison de vente ne garantit aucun résultat. En effet, les enchères publiques ont pour but de vendre un objet au plus offrant. C'est la raison pour laquelle entre en jeu aussi un prix de réserve, qui est un mécanisme qui permet d'assurer au vendeur que son objet ne sera pas vendu à un prix trop bas. À noter que ce prix de réserve est encadré par la législation française. Il ne peut en aucun cas dépasser l'estimation basse qui a été faite par la maison de vente et il doit lui être égal ou inférieur. Si les enchères n'atteignent pas le prix de réserve pendant la vente, le lot sera retiré, faute d'enchères, et sera mentionné comme invendu après la vente. 3 possibilités alors existent. Il pourrait être rendu au vendeur, soit faire l'objet d'une after sale, une vente après la vente aux enchères, vente de gré à gré, mais qui n'est pas aux enchères, soit être prévu pour une nouvelle vente. Ce qui explique la mention sur certains résultats publiés des maisons de vente aux enchères qui préfèrent ne pas expressément parler d'invendu. Les numéros manquants correspondent au lot retiré ou au rachat. Le lot pouvant avoir été retiré de la vente juste avant la vente aussi, parce que le vendeur a renoncé à le vendre ou parce qu'il est non présenté par le commissaire-priseur lui-même qui pressent qu'il ne sera pas vendu.
Alors avec cette pluie de records, que se passe-t-il vraiment sur le marché de l'art? Si certains résultats récents semblent indiquer que les ventes d'art restent élevées, ils reflètent surtout la qualité muséale des lots présentés, car selon certains experts, l'art est plus que jamais un investissement sûr aux yeux des grandes fortunes, malgré un contexte économique incertain. Les clients des maisons de vente veulent diversifier leurs actifs parce qu'ils savent que la plupart des œuvres qui sont vendues continuent de prendre de la valeur avec le temps. D'autres analystes, assez cyniquement, soulignent la tension sur l'offre dans le marché de l'art, car il y a plus de milliardaires aujourd'hui que de chefs-d'œuvre disponibles sur le marché. D'autre part, le succès de la vente de la collection de David Solinger a semblé confirmer le pouvoir des ventes groupées autour d'un seul collectionneur ou d'un couple de collectionneurs visionnaires. Mais la performance de la collection non garantie de Solinger contraste vraiment avec les résultats mitigés des nombreux lots garantis de la vente qui a suivi dans la soirée d'art moderne, reflétant alors une certaine inquiétude des acquéreurs potentiels qui vont privilégier des valeurs très sûres et une provenance célèbre. Si les analystes du marché de l'art s'accordent sur le fait que l'art est devenu un placement financier que recherchent les ultra-riches, combien de temps cela va-t-il durer? Les records vertigineux enregistrés durant ce mois de novembre font suite effectivement à 3 foires internationales en l'espace de 2 mois depuis septembre, organisées à Séoul, puis à Londres et à Paris, ainsi qu'à la vente Maclo de ce printemps qui a rapporté 922 millions de dollars chez Sotheby's. Et cela se produit à un moment où on ne parle que d'inflation et de récession imminente, où les entreprises de la tech licencient en masse, où on assiste à un effondrement des plus grandes places de crypto-monnaies au monde et où la guerre en Ukraine se poursuit avec toutes les conséquences économiques mondiales qui en découlent. Pour les plus pragmatiques dont je suis, j'aurais tendance à avancer que ces crises qui affectent le coût de la vie n'ont tout simplement pas encore touché les milliardaires de la planète. On constate que Mark Zuckerberg, par exemple, ne réduit pas soudainement ses dépenses ou que Jack Ma ne voyage toujours pas en classe économique. Qui plus est, depuis quelques années et indépendamment de la pandémie, il y a de plus en plus de milliardaires. Et si autrefois certains disaient « mon argent doit travailler », l'art en tant que classe d'actifs est devenu une forme sûre de stockage de valeur. Reste la question la plus importante, celle de savoir comment et combien de temps cela va durer. En règle générale, le marché de l'art accuse un retard d'environ 1 an sur le marché boursier et certains experts voient déjà des signes de faiblesse. Car si toutes les œuvres de Paul Allen étaient garanties par Christie's, malgré une provenance de renom et des œuvres de très haute qualité, cela veut dire aussi que le marché de l'art commence à douter. Car garantir aux vendeurs un prix d'adjudication minimal, cela peut certes permettre d'emporter la vente du lot pour la maison de vente, mais si le prix garanti n'est pas atteint lors de la vente, cela a de lourdes conséquences. Car la maison de vente peut acheter l'objet pour son compte au prix garanti, puis plus tard le mettre en vente, ou bien verser au vendeur la différence entre le prix qu'elle a adjugé et le prix garanti. Et par ailleurs, si on analyse plus finement certains résultats de cette vente, on constate que certaines des œuvres de Paul Allen ne présentaient pas de rendement élevé, soit la différence entre son prix d'adjudication de l'époque et le montant des enchères durant la vente. Alors j'aurais tendance à dire toutes choses égales par ailleurs, et si les indicateurs de la crise persistent, que le marché de l'art n'a pas été touché encore. Certes, des ventes enregistrées des records, mais avec des œuvres considérées comme des valeurs sûres, et ce, dans un environnement économique incertain. Plus proche de nous, depuis la London Week à Londres, puis à Paris en novembre, certaines ventes spécialisées commencent à accuser le coup, les acquéreurs se faisant plus difficiles à convaincre. Si
les ventes aux enchères de la semaine Frise à Londres se sont ouvertes en octobre sur un fond d'incertitude, avec notamment la chute de la livre, dans l'ensemble, les ventes ont été un succès pour les grandes maisons de vente, mais déjà on notait que les ventes se situaient souvent dans les limites des estimations. En revanche, pour certaines spécialités, notamment l'art contemporain, des résultats mitigés ont été enregistrés. Si la scène artistique contemporaine du continent africain et de sa diaspora, depuis 10 ans, ne cesse d'attirer de nouveaux collectionneurs, elle a démontré qu'elle marquait le pas depuis la vente de grands collectionneurs d'art africain, Robert Devereux à Londres, où certains lots n'avaient pas trouvé preneur, et pas des moindres, ceux d'artistes ayant une reconnaissance mondiale sur le marché de l'art, et malgré la présence à Londres de nombreux collectionneurs de cette scène, lors des 10 ans de la foire 154 dédiée à l'art contemporain africain, qui se trouvait à Somerset House. Des estimations trop élevées pour certains ou des œuvres malgré le renom de certains artistes de qualité moindre. Dans tous les cas, ces premiers signaux ont été suivis d'effets puisque les ventes d'art contemporain africain organisées depuis chez Piazza en France puis Arcurial durant ce mois ont suivi la tendance. Chez Arcurial, sur 146 lots présentés, 78 lots semblent avoir été retirés ou invendus. Tandis que chez Piazza, on enregistre 62 résultats sur 143 lots présentés, des résultats mentionnant que les numéros manquants correspondent aux lots retirés ou au rachat. Alors on constate une nouvelle tendance. Les ventes sont de plus en plus étroitement gérées en amont par les maisons de vente, avec parfois plusieurs retraits de lots à l'avance, ce qui contribue à assurer au moment des résultats de meilleures statistiques finales. Si certains d'entre vous avaient la moindre hésitation sur la solidité du marché de l'art, c'est effectivement maintenant, à l'automne 2022, qu'il faut analyser les signaux faibles et surtout si cette saison de vente aux enchères est en passe de devenir l'une des plus importantes, sinon la plus importante de l'histoire du marché de l'art. Et cela semble d'autant recommandé compte tenu des vents contraires auxquels est confrontée l'économie en général, même si, comme souvent, le marché de l'art fonctionne sur une longueur d'onde différente des autres secteurs. Alors, la situation économique a-t-elle suscité des opportunités inhabituelles sur le marché de l'art ? Oui et non. Oui, avec la mise sur le marché de chefs-d'œuvre, avec des estimations dépassées par les enchères, et non si l'on sait que des garanties sont de plus en plus proposées et de lots de plus en plus retirés. Alors l'art pour l'art, oui, mais plus pour les collectionneurs, investisseurs et amateurs d'art, à n'importe quel prix. Voilà, c'est mon direct du marché de l'art, épisode 11 de la saison 3, des ventes records et des signaux faibles. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.